On va vous parler aujourd'hui solution impression 3D bien sûr, FDM, avec le témoignage de Nicolas Cassé de la société Thales Alenia Space. Je serai également accompagné de Benjamin Marcarian et de Rémi Demarco de Cadvision qui vont m'aider à vous cette présentation donc, sur le FDM. Alors, Capvision, je reviens très très rapidement, donc plus de 20 ans dans l'additif où on couvre différentes technologies que sont le FDM, les résines industrielles DLP ou bien les poudres métalliques. On s'occupe également de l'intégration de logiciels professionnels comme la CAO de SolidWorks par exemple, de Dassault Systèmes, l'intégration de scanners 3D industriels avec les scanners à main de la gamme Artec, et tout ceci dans un esprit de service et de proximité, puisque situé aux quatre coins de la France. Bien, le sujet, je vous l'ai dit, c'est le FDM à travers les solutions du fabricant Intamsys. Je vais laisser pour ce faire la parole à Benjamin pour nous présenter rapidement cette partie-là. Bonjour à tous. Comme l'a dit Olivier, on va se concentrer aujourd'hui sur Intapsys. Pour qui d'ailleurs, je le précise, on est distributeur officiel et exclusif en France depuis le 1er janvier. J'espère, Olivier, qu'on peut le dire officiellement, mais Oui, oui. on est content de pouvoir dire ça et on a de belles perspectives sur les prochaines années. Chez Intapsys, on retrouve une gamme de quatre machines qui ont chacune leur spécificité, chacune leur taille de plateau qu'on peut apercevoir sur la gauche. Euh, on peut dire que les trois machines principales sont de la 310 à la 610, puisqu'elles sont double tête et permettent de répondre à 90% des demandes, puisqu'elles permettent d'imprimer un matériau modèle et un matériau support. La Funmat HT, elle, est un petit peu hors gamme, puisqu'elle est monotête, mais elle permet de monter très fort en température au niveau de l'extrusion et de la chambre et donc d'imprimer des matières très techniques en allant jusqu'au pic, par exemple. D'ailleurs, en parlant matière, une des raisons pour lesquelles on a décidé de travailler avec Intamsys il y a de ça maintenant plus de 5 ans, c'est leur travail énorme en recherche et développement, non seulement sur les machines, mais aussi sur les matières et sur le logiciel, puisqu'Intamsys développe ses propres matières en interne, euh, ce qui permet d'avoir des matières très faciles à utiliser. C'est un catalogue aujourd'hui qui est composé d'environ 25 matières qui sont disponibles et donc adaptées et faites pour les machines Item 6. Euh, voilà, chaque matière euh, a son support qui est aussi dédié et développé par Item 6. Donc voilà, c'est un point qui a été très important pour nous parce qu'on sait que les industriels et les entreprises en France n'ont pas énormément de temps à perdre sur le paramétrage machine. Donc ce catalogue permet d'éviter ce problème-là. Euh, et donc forcément le logiciel qui va avec, qui est gratuit et accessible à tout moment, mais qui est développé par Intam6, qui est très facile d'utilisation et dans lequel du coup toutes les matières et tout le catalogue matière est référencé et donc encore une fois aucun besoin de paramétrage particulier. Ce qui lie majoritairement les machines Item 6 au global, ça va être la précision de la thermorégulation des chambres de toutes les machines. On va dans la gamme Item 6 de 90 à 300 degrés au sein de la chambre. C'est un point qui est très important dans la technologie des pots de fil, qui permet d'éviter plusieurs choses, notamment ici on le voit, le décollement des pièces au moment de l'impression. Donc chaque matière a un paramètre de thermorégulation spécifique qu'on peut voir ici sur le tableau. Et en suivant ces paramètres, on permet d'éviter le décollement des pièces et donc éventuellement l'échec de la pièce ou au mieux des mauvais résultats. Ça permet aussi d'avoir une meilleure résistance. Cette thermorégulation, elle permet aussi d'avoir une meilleure résistance finale dans la pièce une fois qu'elle est imprimée puisque donc la machine vient déposer couche par couche. La température au sein de la machine permet de lier au mieux la matière et donc d'avoir une meilleure résistance mécanique, notamment à sortie d'impression, jusqu'à 3 fois supérieure, on le voit sur le tableau. Et dernier point important sur la thermorégulation des chambres des machines Time 6 et en général sur le marché des machines dépôt de fil, c'est la répétabilité, hein, puisque donc c'est une thermorégulation qui doit être stable et constante tout au long de l'impression.
et qui permettent d'obtenir les résultats similaires à chaque impression et non pas une fois sur deux ou autre sur vos résultats d'impression. Donc voilà, je vous laisse quelques secondes de répit pour regarder les caractéristiques un petit peu plus techniques de chaque machine. Évidemment, n'hésitez pas à poser des questions tout au long de la présentation. On essaiera d'y répondre soit à la fin, soit pendant. On le voit, chaque machine a ses propres caractéristiques et qui permet d'imprimer des matières de plus en plus techniques sur des plateaux de plus en plus gros. Ok, merci Benjamin. Alors oui, on souhaitait vraiment insister sur cette partie thermorégulation parce qu'il y a vraiment deux points faibles à la technologie des pots de fil. C'est un, l'humidité des bobines et deux, la thermorégulation de la chambre. Alors le premier des fois est lié au second également, mais cette thermorégulation, voilà, on voulait bien vous rappeler qu'elle permet vraiment enfin, elle est impérative dès lors qu'on veut de la précision, faire des pièces full plateau. Voilà, c'est vraiment ce qui différencie une machine industrielle d'une machine, on va dire, entrée de gamme. Pour avancer sur cette partie de Tamsis, avant d'avoir le retour client de Nicolas Cassé de chez Thales, je vais laisser la parole à Rémi qui va nous représenter un petit peu le début de la chose avant d'imprimer, à savoir le paramétrage pardon, à travers le slicer Intam Suite Neo. C'est à toi, Rémi. Bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter donc du coup le software de chez Intam6. Alors, software auquel nous on a contribué fortement au développement. Donc, c'est issu d'une réflexion commune. Intam6 met souvent dans la boucle ses partenaires et ses clients éventuellement. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Donc, c'est un soft qui est très simple d'utilisation, qui est gratuit. Et avec voilà, la version de base, vous avez déjà toutes les options. Tout est déjà paramétré, mais il n'y a pas de bridage informatique. C'est-à-dire que voilà, vous êtes libre d'utilisation. Autre point, c'est un logiciel qui est installé en version locale, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange de données sur Internet. Donc, si vous avez des données confidentielles, ça ne se balade pas dans le cloud. Donc ça, c'est un point important en ce moment. Au niveau du soft, donc on va retrouver, là j'ai chargé par exemple une FunMat Pro à 310. Je vais retrouver ici sur le bandeau de gauche mon paramétrage actuel. Je vais retrouver éventuellement ma configuration des extrudeurs. Par exemple, ici sur mon extrudeur 1, j'ai un ABS haute vitesse et mon extrudeur 2, j'ai un IPS. C'est le support qui va être associé. Si je change de matériaux. Par exemple, je vais choisir un PPA ou un PA6, par exemple, ou un PA6CF. Par défaut, il va me proposer ici le matériau support qui va être recommandé. Donc, il y a déjà un bridage en fait informatique qui vous impose, alors qui vous impose, non, vous avez le choix de faire autre chose, mais en tout cas, il vous recommande de travailler avec le matériau support dédié. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose. Donc, je vais charger une pièce. Hop. Donc, voilà comment ça se présente. Si je choisis ici, je choisis le profil d'impression, on va travailler en 0,2 en hauteur de couche, et directement, je découpe. J'ai choisi mes matériaux, j'ai choisi ma machine au préalable, bien sûr. Je lance mon découpage et j'ai déjà un premier résultat. Donc, je ne suis pas expert en impression 3D. J'obtiens déjà un fichier d'impression. Je vais regarder, bien sûr, à quoi ça correspond. Hop. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure avec le bouton QNR. Alors, voici mon fichier d'impression. Donc derrière, je peux faire des analyses. Donc là, c'est une visualisation par type de ligne, hein, mais je peux très bien faire de visualiser ce qui se passe par extrudeur. D'accord? Donc là, on voit qu'il y a une partie du support. Le support, on le voyait ici en bleu clair. Quand je passe en extrudeur, hop, en couleur d'extrudeur, on voit qu'il est réalisé en fait en ABS. Et on va déposer une petite interface pour faciliter le retrait du support. Je peux faire bien sûr des simulations par hauteur de couche, si je veux voir. Voilà, on voit que les premières couches sont plus épaisses au niveau du radeau. Puis après, derrière, on est en hauteur de couche de 0,20, hein, ce qu'on a programmé. Par température, hein, si j'ai envie de voir par température ce qui se passe. Bon, je peux vraiment faire plein de visualisations.
Ici, j'ai mon temps d'impression, j'ai mon coût en euros, là, la pièce, hein. Donc, c'est une pièce qui va me coûter 4 euros. À partir de ça, si je veux faire des optimisations ou comparer avec une autre possibilité, voilà, je veux voir la différence entre une hauteur de couche en 0,20 et une hauteur de couche en 0,25. Mais en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais copier cette étude-là. Hop, je l'ai copiée. Et du coup, dans cette étude-là, maintenant, elle est sélectionnée. Je vais lui déclarer un profil de 0,25. Je vais découper. Et derrière, je vais pouvoir comparer en temps réel, en fait, mes deux études dans la même fenêtre. Ça évite d'avoir différentes fenêtres du logiciel qui restent ouvertes. Donc, dans la même fenêtre, et ça sera tout ça, je peux l'enregistrer dans un même projet. C'est-à-dire que dans un même projet, je peux capitaliser plein d'études. Alors, nous, on fait des études dans le cadre des démonstrations, mais après, ce que les clients font souvent, c'est qu'ils font une première pièce, et puis par rapport à ce premier résultat, ils font de l'optimisation, soit en termes de temps, en termes de renforcement mécanique, ou en termes de qualité. Et du coup, en fait, ils gardent leur historique d'études. Donc là, c'est ma dernière étude, mais là, je vais pouvoir comparer. Ça va me scinder mon écran en deux. Donc ici, j'ai l'étude 2, j'ai l'étude 1. Là, j'ai mon temps d'impression. Voilà, j'ai gagné 1 heure d'impression. Donc, si je fais une visualisation, hop, je peux normalement faire du coup par hauteur de couche. Hop. On va voir que ici, j'ai gardé ma hauteur de couche de 0,2 et là, je suis une hauteur de couche plus élevée. C'est normal. Donc, je suis à 0,25. Après, tout est paramétrable. Vous avez la possibilité éventuellement, si vous voulez pas de support, juste dans ce trou-là, par exemple, vous avez des options qui vous permettent d'ajouter des bloqueurs de support, hein, ce qu'on appelle. Est-ce que ça- J'ai un peu de latence. Voilà. Donc là, j'ai ajouté un petit bloqueur de support. C'est un petit volume, en fait, de construction qui va épargner le support. Donc, je peux en ajouter où j'en ai envie. J'ai pas de limitation. De la même façon, je vais pouvoir aussi éventuellement créer des supports qui vont être peut-être plus coniques ou vraiment localisés sur une certaine zone. Donc, j'ai cette possibilité-là. Euh, j'ai la possibilité aussi, vu qu'on est sur la 310, ce qui n'a pas été précisé, que c'est une machine IDEX, donc elle travaille avec deux extrudeurs. Donc cette machine-là, je peux la faire travailler hop, en mode duplication, c'est-à-dire que je peux réaliser deux pièces en même temps, ou je peux réaliser deux pièces, ce qu'on appelle en mode miroir. C'est-à-dire que voilà, j'ai une pièce qui va être symétrique. Donc les deux têtes d'impression vont avoir l'axe Y en commun, et puis l'axe X est indépendant. Donc par contre, elles vont forcément travailler en symétrie ou en duplication. Après, à travers le logiciel, on peut faire, en fait, on est relativement libre. On peut aller beaucoup plus loin si on veut. Attendez, je vais ouvrir un nouveau projet. Si on veut, par exemple, on a des fois des questions. C'est un exemple parmi tant d'autres. Si on veut, par exemple, euh, faire des pièces en bimatière, c'est souvent des questions qui nous sont posées, ou bimatière ou bicolore, hein. Donc ça, c'est des choses qui sont totalement faisables. Euh, voilà, je charge un fichier avec. Alors, c'est un assemblage. En fait, quoi, ces deux pièces qui ont exactement le même repère de CAO. Donc, avant de les assembler, ce que je vais faire, c'est que je vais leur redéfinir des extrudeurs. Donc, par exemple, hop, sur mon extrudeur 1, je vais définir un TPU. Sur mon extrudeur 2, je vais définir un ABS. Voilà. Cette partie-là, je vais la garder en TPU. Cette partie-là, je vais la faire. Hop, je fais un bouton droit dessus, imprimer avec l'extrudeur 2. OK. Et ensuite, je fais simplement une opération volumique, hein. Le soft, il va merger les deux repères de CAO. Je vais prendre mon écran. Ouais, c'est parti un peu à côté. Et là, je me retrouve avec une pièce qui est imprimée en bimatière. Donc là, si je fais un découpage sur ça, hop, donc c'est normal, les modèles se chevauchent, c'est tout à fait logique. Alors là, je vois pas grand-chose, hein, parce que là, je suis sur une représentation au type de ligne. Mais maintenant, si je fais une représentation type extruder, ben voilà, je vois bien que je travaille bien avec deux matières. Ok, super, merci Rémi. Donc ça, Ouais. Dernier petit point, juste pour terminer.
Ici, quand vous voulez lancer votre job, vous avez une visualisation en fait de votre parc d'imprimantes. Vous savez quelle machine est hors tension, quelle machine est connectée. Et donc, vous avez une vision en direct de la machine. Vous pouvez surveiller l'état de vos fabrications. Ouais, un vrai monitoring. Exactement. L'idéal étant comme toi d'avoir la 410, la 610 et la 310 Oui, dans le début, exactement. La FEDMAT achetée n'est pas connectable, par contre. Donc, ça reste une machine qui s'utilise plus localement. indépendante. Ok, merci Rémi pour cette présentation, ce qui nous a permis également de voir les possibilités de la 310 avec sa tête IDEX, donc tête indépendante. Hop. Je reviens sur notre slide et puis on va rentrer donc maintenant dans les témoignages clients. On excuse Monsieur Barthès de la société TI qui n'a pas pu être présent, qui a quand même souhaité partager avec vous ses quelques réalisations, pardon. Monsieur Barthez est équipé d'une Funmat achetée, donc la plus petite, et la 310, dont on vient de parler ici avec la tête IDEX. Et il utilise différents types de matériaux, énormément de PLA, pour des raisons de coût, de premier modèle pré-proto, on va dire, avec son support associé, le PVA, mais également il utilise de l'ABS, de l'ABS ESD avec le support IPS. Quelques exemples de réalisation. Ici, faite sur la 310. Donc la 310, pour rappel, elle a un plateau de 260 par 260 par 260 si vous êtes en deux têtes. Si vous êtes en monotête, c'est 305 par 260 par 260. Donc ici, on a un distributeur de pièces donc à travers cette espèce de toboggan qui fait en trois parties. Donc il est coupé là, on l'aperçoit légèrement sur la photo, et il est coupé ici. Ce distributeur de pièces peut avoir en option pour le déchargement des pièces d'un séparateur qu'on retrouve également ici imprimé. Et puis ce distributeur pardon, de pièces, eh bien, vu qu'il est fait en trois parties, il est assemblé un petit peu comme un menuisier avec un tenon mortaise ou des queues d'aronde, mais surtout il est collé avec de la colle bicomposant Loctite. Donc là aussi, M. Barthez a profité de l'imprimante pour créer un petit outillage pour cette colle industrielle. Autre exemple de TI connectivité, ici un support de caisse. Alors cet exemple est très intéressant puisqu'il utilise justement la fonction symétrie que Rémi vient de vous montrer dans le logiciel Intamsuite Neo. Cette fonction miroir, je dis symétrie mais c'est miroir, elle permet, comme vous l'avez compris, de dessiner juste une pièce et sans avoir besoin de créer son miroir dans la CAO, et bien de le faire directement dans Intamsuite Neo, donc dans le slicer. Voilà, vous retrouvez ici un autre exemple donc sur un prototype, une pièce de posage. Et puis, il souhaitait également partager des exemples en ABS ESD, donc ici avec des paniers, des outillages pour le tri sur différents composants. Et puis ici, un prototype pour un nettoyage à base de brosse, donc qui est fait et en PLA et en ABS. Voilà, je ne m'attarde pas plus parce que c'est lui qui en aurait le mieux parlé. Et je préfère laisser un petit peu plus de temps et laisser la parole à notre invité du jour, Monsieur Nicolas Cassé, donc de la société Thales Aliena Space. Nicolas, vous nous entendez et vous êtes Oui, bonjour. C'est bon? On m'entend bien? clair. Parfait. Bonjour à tout le monde. Euh, voilà. Du coup, je ne sais pas si tout le monde connaît Thales Space, bon, peut-être un petit peu quand même. Donc, c'est une société qui a plus de 40 ans. Elle n'a pas commencé, elle ne s'est pas appelée Thales Space au début. C'était Thomson, et puis Alcatel, puis Thales. Moi, je fais simple. Les deux principaux sites, c'est Toulouse et Cannes. Ici à Toulouse, on fabrique beaucoup de cartes électroniques, de regroupements. On fabrique aussi des antennes, des réflecteurs qui sont donc des énormes paraboles très techniques. Les antennes sol que vous pouvez voir aussi, des fois le long de la route. Et aussi, il y a du software. Après, là, ce n'est pas du tout ma partie, donc je ne saurais pas du tout en parler. Au niveau équipement, j'ai tout listé. On a une dizaine de machines à peu près. C'est essentiellement du FDM. On a un peu de résine. On n'est pas très. Pour l'instant, on ne pousse pas trop la résine. On n'a pas beaucoup de cas d'emploi en résine. On a commencé à des Ortrax et puis après, on a commencé à monter en gamme et pour finir donc avec des Intam 6, donc 410 et 310. Donc tous les matériaux utilisés, en fait, on utilise pas mal de choses. Le PLA pour les maquettes, l'ASA pour son côté très dur. Vous ne verrez pas d'ABS parce qu'il est interdit dans nos locaux, enfin, pas à cause, mais grâce, on va dire, au HSE qui a trouvé que c'était un peu dangereux donc pour les utilisateurs.
Donc voilà. Bon, après, c'est pas très grave parce que je trouve que c'est pas, des fois, c'est un peu pénible à imprimer. Et puis, l'ASA fait très bien l'affaire. Beaucoup de PETG aussi pour les outillages, du TPU. Après, vous avez du PIC, toute la famille des PEC, PU, etc. Dernièrement, on commence à passer sur du PC, mais surtout du PC ESD, parce que nous avons beaucoup de contraintes anti-ESD. Je vais vous en parler un peu plus, vous montrer des images. Et un peu de PTFE, mais c'est un peu, pour l'instant, c'est embryonnaire. Voilà. Tu peux passer, Olivier, si tu veux. Donc voilà, donc nous avons commencé il y a, ben, je pense que c'était il y a 8 ans quasiment, bientôt 7-8 ans, je sais plus. Ça fait un petit moment déjà. Avec donc ce que vous voyez sur la partie de gauche, donc des plateaux de la norme GDEC qui permet de conditionner tous les composants électroniques, hein. Là, vous avez un plateau GDEC qu'on a un peu customisé parce que normalement ça fait 320 mm de long. C'est donc c'est la bonne hauteur, mais c'est pas la bonne largeur. C'est l'impression 3D qui nous a permis donc de customiser les plateaux par rapport à des composants qu'on pouvait recevoir sous forme de bobines ou de conditionnement qui nous allaient pas pour les reports automatiques, hein. Donc on a mis le doigt donc dans l'impression 3D un peu grâce à ça. Et après, bon là je fais vite, mais après on a beaucoup d'outillages. Au milieu, vous voyez des conditionnements de connecteurs. Bon là c'est de la CO parce que j'ai pas le modèle pris en photo. Après, je ne peux pas tout vous montrer parce qu'il y a quand même des modèles qui sont un peu confidentiels. Il y a beaucoup d'outillages donc, en PETG, et en PETG donc ESD, anti-ESD. Donc le plateau que vous avez à gauche est un PETG anti-ESD. Sur la partie droite, vous voyez, il y a une pièce rouge qui est en TPU. Et puis voilà, la pièce rouge est en TPU, donc c'est un matériau souple, mais à partir du moment où il est un peu ESD, comme c'est le cas là, anti-ESD, il est un peu plus dur. La poignée noire là est de mémoire est un PETG aussi. Enfin, pas aussi, mais est un PETG. Donc on fait beaucoup d'outillage d'aide à la production, au collage, la mise en place, le contrôle. Donc beaucoup de maquettes, mais ça va être du PLA, beaucoup de prototypes aussi en PLA. Euh, voilà, je pense que j'en oublie, mais j'y reviendrai après parce que j'ai fait toute une liste dans une slide qui vient après. Olivier, si tu veux bien passer, voilà. Donc là, vous avez une pièce à gauche qui est justement, comme disait Olivier tout à l'heure, qui utilise la capacité symétrique de la 310. Et d'ailleurs, la 310, on l'a achetée pour pouvoir utiliser des matériaux plus techniques, comme le PC anti-ESD ou le PA anti-ESD, parce que les machines que nous avions ne permettaient pas de le faire. C'est la chambre régulée de la 310 qui monte à 100 degrés de mémoire, je crois, vous Ouais, direz, si je me trompe, et le plateau qui monte à plus de 120, 140, je ne sais plus, 100, 160. 160, comme la 410 en fait. Ouais. Et en fait, ces pièces donc, ont été réalisées grâce à la 310 et le côté miroir. Ça a très bien marché, on en a fait 20, 25, il y en a 50 au programme qui sont prévus. Et là, je peux vous en montrer, je ne sais pas si on va bien voir, mais j'ai apporté des pièces et c'est des pièces avec, je ne sais pas si ça ne voit pas, là, vous voyez des petits inserts là, des petits On, inserts, on vous les les regarde voyez? après, Nicolas, après le. Ouais, ouais, la- ok, d'accord. Et donc, ça se faisait un gain de temps par rapport aux machines que nous avions avant, vu qu'on imprimait deux pièces en même temps. Et à droite, vous avez donc des pièces en pic qui sont ça, c'était des pièces test, c'était pour tester la machine, la 410 à l'époque, hein. Donc là, c'est des pièces qui normalement sont faites en aluminium, il me semble. Et là, c'était pour voir le rendu, c'était pour voir la faisabilité, c'était un peu pour tester en règle générale la 410. Donc ça, c'est du pic et voilà, grâce à uniquement la 410. En fait, la Pro 410, on la réserve aux matériaux techniques, hein, uniquement. On n'imprime pas de PETG avec, on n'imprime pas de PLA, on n'imprime pas de TPU. On la réserve pour les matériaux techniques parce qu'on s'est rendu compte que sur les petites machines, que de mixer les filaments, il y avait quand même une certaine des saletés de la pollution qui se mettait dans les bus. Donc on s'est dit que pour le pic, tout ce qui était PIC, PEC, PEX, etc., on ne polluait pas. Voilà, si tu veux bien passer à la suite.
Pardon. Bon, ben là, c'est encore là une autre image de l'autre côté, mais donc de la même pièce. Et à droite, c'est donc un porte-carte inclinable qui a été fait avec, je crois, je ne sais plus si c'est la 310, ouais. Et là, c'est du PETG. C'est un exemple classique d'outillage que nous pouvons faire. Bon, vous voyez, il y a même de l'assemblage parce que, bon, même si elles sont grandes, les imprimantes ne permettent pas tout. Voilà. Je ne sais pas si ce qui est après, tu peux peut-être passer à la suivante. Ah, donc voilà. Donc ça, c'était tout pour les, comment ça s'appelle? Pour les photos. Donc pour des raisons, comme j'ai dit, confidentialité, je ne peux pas tout montrer. Et donc conditionnement des composants, comme j'ai dit, tableau type GD, etc. Donc pour résumer, on est venu à l'impression 3D pour les outillages avec des matériaux assez, on va dire, classiques. Après, on a acheté la 410 pour pouvoir passer sur des matériaux techniques avec un but quand même dans un futur proche, moyen, je ne sais pas trop. L'avenir nous vous dira de passer sur des pièces modèles de vol, comme on dit, c'est-à-dire des pièces qui seront montées sur le satellite. Et ça, pour ça, on est obligé de taper dans du PIC ou du PEC pour le côté environnemental. C'est-à-dire que comme c'est sous vide, et aussi parce qu'il y a beaucoup de différences de température. On peut passer de température négative très basse à plus de 150 degrés. Et ça, il n'y a que le pic. Et le pic, eh ben, ça se fait sur une Pro 410. Voilà. Je ne sais pas si j'ai tout dit. Si. Oui, mais oui, vas-y. Oui, donc quelle était un petit peu ton expérience, le démarrage sur la fabrication additive, les contraintes que tu as pu éventuellement rencontrer? Les contraintes que j'ai pu rencontrer les contraintes du démarrage de l'impression 3D, elles n'ont pas été d'ordre technique au niveau des machines, en fait. Elles ont été d'ordre humain, en fait. Donc, ça a été d'abord de convaincre les gens que l'impression 3D était utile. Et après, c'était d'apporter des pièces, en fait, de montrer qu'on pouvait le faire. Et d'avoir une machine comme la Pro 410 qui permet d'avoir des pièces techniques, en fait, ça a montré qu'il n'y avait pas que des pièces en PLA dans l'impression 3D. Ouais. Après, la 310 aussi, avec ce côté miroir et comment dire, double capacité en même temps, on a montré qu'on pouvait imprimer aussi des pièces rapidement. Bon, après, il y a des machines qui sont encore plus rapides avec la Pro 310 Neo, et qui va encore plus vite, mais donc là, ben, on ne l'a pas. Ça va Voilà, je sais venir pas si ouais, je sais pas si j'ai répondu à ta question. ici. Est-ce- Du coup, tu peux peut-être nous montrer les quelques pièces que tu voulais nous montrer tout à l'heure. Oui, donc bon, c'était. Alors, je sais pas si ça va bien se voir avec mon fond spatial. Donc, j'essaie de. Donc, c'est des pièces bien donc symétriques, parfaitement. Et on n'a pas eu à la dessiner, même si bon, en CO, ça peut être rapide de le faire, mais on n'a pas eu à le faire. Dans Neo, on a mis un seul côté, et puis Neo a automatiquement fait son symétrie. Euh, Est-ce que je peux peut-être parler aussi de l'expérience par rapport aux Oui, machines anti-CNEO, tout ça? Le, Ce que je peux dire sur Neo, c'est que moi je trouve ça bien. Le seul inconvénient que je lui trouve, c'est des fois une présentation un peu chargée, je trouve, surtout sur les paramètres, hein. Et surtout le temps que peuvent mettre les paramètres à apparaître quand on clique sur le bouton paramètres. Parce que des fois, on se pose la question si on a bien cliqué. Après, ce que nous a montré Rémi tout à l'heure là sur les copier l'étude, etc., je ne connaissais pas. Et c'est vraiment très intéressant. Après, enfin, ça fait le slice assez rapidement. Ça permet effectivement, dans le même slicer, vous avez toutes les machines déjà préprogrammées. Je trouve ça très bien. Euh, Ce que je regrette, en fait, c'est que je n'ai pas attendu un petit peu pour acheter, comme je te disais tout à l'heure, la 310, parce que on a été, je crois, on est les premiers à l'avoir eu, je crois, tu m'avais oui, dit. tout à fait. On est les premiers à l'avoir eu, et elle a marché de suite sans aucun souci, il n'y avait pas de problème. Le seul regret, c'est que le plateau PEI ne soit pas arrivé aussi vite qu'à la machine, parce que lui nous permet d'imprimer ben, justement cette pièce-là
Alors, elle est petite, elle a l'air toute bête comme ça, mais voilà, je sais pas si ça se voit un petit peu. Ça, c'est du PC anti-USD qui a été imprimé sur 410 parce que c'est la chambre le permettait et on veut l'imprimer aussi sur la 310 et les résultats sur la 310 sont moins bons. Je pense que parce qu'on n'a pas encore trop poussé les paramètres, mais le plateau a beaucoup joué en fait. À partir du moment où on a reçu le plateau PEI qu'on a commandé, de suite on a pu imprimer. Donc la 310 a été achetée pour ça. De toute façon, elle a été achetée pour les matériaux qui sont entre deux eaux, comme je pourrais dire. On a d'un côté les PLA, PETG, ASA qui sont entre guillemets simples à imprimer. Après, d'autre côté, à l'extrême, on a les PIC et PEC qui sont assez durs à imprimer, mais avec la 410, donc ça en sert très bien. Et au milieu, on a les PC ESD, les PC, les PA ESD, les PTFE, qui demandent une chambre régulée, mais pas de monter autant en température que pourrait le demander un PIC. Du coup, c'est pas la peine d'avoir une machine à 30 000 euros comme la 410, alors que la 310, qui a 10 000 euros c'est de mémoire, Mm. te permet de le faire. Et c'est pour ça qu'on a acheté la 310 en fait. Et donc je conseille aux gens de prendre le plateau PUI qui permet juste d'accrocher bien les pièces au plateau, parce que le plateau d'origine ne permet pas d'imprimer ces pièces-là. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Parce que je sais pas, au niveau du temps, tu me dis, je sais pas où on en est. Tu as des questions, Nicolas. Première question, y a-t-il eu des besoins d'impression métal chez Thales également? Alors chez Thales, il y a déjà quelqu'un qui s'occupe de l'impression métal. Donc moi, je ne m'occupe que de la partie impression plastique. Donc, mais Thales imprime des pièces modèles de vol, donc qui volent sur satellite hein, depuis, ouais, je pense, pratiquement 10 ans en fait, en métal. C'est du titane, hein. Je ne veux pas dire de bêtises à la place de ceux qui le font, mais il y a du titane, maintenant il y a de l'aluminium, et il y a un Thales qui est dédié au Maroc et qui fait de l'impression métallique. Sinon, on a quand même des sous-traitants aussi qui impriment le métal. Donc, il y a déjà des pièces métal chez Thales, oui, mais c'est pas moi. Ok, autre question pour toi. Bonjour, avez-vous eu des problèmes avec l'impression du PIC, type déformation, non-respect géométrique, rétrain, et j'en passe. Comment faites-vous pour la cristallisation? Merci. Alors, alors, pour la cristallisation, il faut faire un recuit, parce que la 410 ne permet pas de le faire pendant l'impression. Ce que je peux montrer, c'est cette pièce-là rapidement. Vous voyez, c'est un cornet, c'est creux à l'intérieur. Voilà. Ça, c'est des supports qu'on n'a pas réussi à enlever, mais parce qu'on ne maîtrisait pas encore les supports. Je ne monte pas longtemps parce que c'est quand même pas une. C'est pour vous montrer la dimension de la pièce. Donc, cette pièce-là, on l'a imprimée au tout départ quand on a eu la 410 et on l'a imprimée sans problème. Mais pour la cristallisation, il faut faire un recuit et nous, on ne le fait pas pour l'instant parce qu'on ne fait que des outillages. Donc, on n'a pas besoin de. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question parce que des fois, je m'emporte tout seul là. Très bien, je rajouterai que de toute façon, pour tous ces semi-cristallins, les PIC, les PEC, les UTEM et aussi le PPACF ou le PPAGF, donc carbon fiber ou glass fiber, un recuit est nécessaire pour profiter de toutes les caractéristiques mécaniques et thermiques de la matière. Donc il vous faut de toute façon un four de recuit. Donc nous, on vous aide sur les courbes de montée et de descente en température. Et j'ajouterai qu'il est nécessaire également d'avoir une étuve. Donc vraiment deux raisons d'avoir un four à côté d'une imprimante FDM, un four pour venir bien assécher la bobine avant la production. Mais ça, Alors, bon, ouais. Oui, ce que je peux rajouter, c'est qu'effectivement, nous avons une étuve, nous, pour garder les filaments comme ceux-là, les pics et les pecs, au chaud en permanence, hein, pour éviter l'humidité dans les filaments. Et on a tenté aussi de faire du recuit dans les cuves, parce qu'en fait, enfin, pas du recuit, de la stabilisation en fait, thermique, hein, et de le faire monter à. Ouais, on peut dire que c'est même du recuit presque. C'est-à-dire qu'on a mis des pièces, on a fait monter par palier jusqu'à 200 degrés, on est redescendu. Et c'était des pièces, la pièce, cette toute petite pièce qui est en pic anti-ESD. Donc là, on ne voit pas qu'elle est recuite ou pas recuite parce que le pic, quand il est recuit, il est plutôt beige et quand il est imprimé, il est plutôt de cette couleur-là. Et quand il est recuit, il a cette couleur beige. Et pour la stabilité dimensionnelle, c'est vrai qu'on ça nous arrive de faire des rafts. En fait, on imprime des fois directement sur le plateau en verre, sur la 410. Et quand on n'arrive pas à ce qu'elle colle au plateau, on passe sur du raft avec du SP. Alors, je ne sais plus lequel c'est 5000, je crois.
de mémoire. Ouais, Je crois Pyramide, que c'est celui-là. du 50. Ah oui, 30-50, hein, je sais plus. Et pour la stabilité dimensionnelle, ouais, pour éviter que ça se décolle, hein, on passe sur du raft quand la pièce est trop grande. Après, vous avez le remplissage qui va beaucoup jouer. Si vous êtes beaucoup rempli, ça va vraiment tirer de la pièce, hein. Et là, elle risque de se décoller, de se déformer, oui, effectivement. Ok, merci Nicolas. Encore une question. Avez-vous une expérience avec des matériaux très chargés et fibres de verre à 30-35%, tels que le PA66 GF de 30 microns ou le PPS de chez Thales? Non, Non. désolé, ça, on n'utilise pas du tout. On n'a pas la... Alors, On fait que de l'anti-ESD qui est plutôt chargé carbone et après, dans tout ce qui est CF, non. Alors, le PETG chargé carbone, c'est très léger. C'est pas du PETG CF, le PETG ESD. Il y a une différence entre les deux. Donc, tout ce qui est CF, on fait pas. ok. après, ouais, pour revenir sur cette question de forte charge, en fait, ces matériaux-là, PS6, GF30, c'est les matériaux qui sont utilisés dans l'injection plastique, où derrière, on a une vis sans fin qui va injecter dans la moule à des pressions de plusieurs centaines de bars. Sur l'impression 3D, on va se limiter généralement à 15-20% grand maximum en termes de charge en fibre de carbone, ou de verre d'ailleurs. Ok, merci Rémi, merci Nicolas. Si vous avez des questions, il vous reste quelques secondes si vous voulez encore échanger avec Nicolas Cassé en direct. Il vous reste encore 3 slides exactement pour poser vos questions. Derrière, on vous a invité également pour vous parler d'un pack, ce qu'on appelle le Starter Prod pour production, qui est un pack qui permet de minimiser les coûts, je pense notamment aux primo-accédants, en mutualisant la partie livraison, installation, formation, etc. Et puis en négociant une petite remise auprès du fabricant pour l'achat de 2 machines, les 2 entrées de gamme. Donc la Funmat HT qui est à 5000 et quelques euros et la Funmat Pro 310 dans sa dernière version Neo. Voilà, Nicolas nous expliquait qu'il avait acheté la 310 avant que la Neo sorte et que la Neo a eu donc pas mal de changements donc, au niveau du plateau, mais pas que. Il y a beaucoup de changements au niveau thermique, extrudeur, etc. Beaucoup d'évolutions. Donc vous pouvez bénéficier de ces 2 machines pour 16 900 euros euh, avec l'installation inclus, avec le consommable de démarrage, avec le transfert de compétences 4 Vision qui va bien, etc., etc. Et puis, autre pack également, puisqu'on n'en a pas parlé ce matin, mais beaucoup de gens sont intéressés pour avoir les 2 technologies, la résine et le dépôt de fil, parce que le dépôt de fil, on peut se permettre de faire des pièces assez grandes sur des matériaux purs, qui soient ESD, on l'a vu, ou autres. Mais la résine permet d'autres avantages, des pièces 100% étanches, à un état de surface quasi identique à l'injection, moyennant des tailles de pièces plus petites. Donc voilà, on propose également un pack pour les primo-accédants qui inclut donc ces 2 technologies qui permet de répondre, on va dire, à 80% des besoins que vous pourriez avoir dans les 5-10 prochaines années. Voilà un petit peu sur ces 2 packs. Alors je reviens, je vois une question. Quelle température pour le recuit des pièces en pic? Alors ça, c'est pour toi, Rémi. Ouais. Pour le pic, on est sur du 200 degrés sur une douzaine d'heures. Alors généralement, on va immobiliser les pièces, hein, soit dans du sable, soit dans du sel, ou des fois même dans du plâtre. Ça va dépendre vraiment des géométries de pièces. Merci Rémi. On a des abacs qui sont faits là-dessus. N'hésitez pas à nous envoyer un email. Donc ça me permet également de faire la transition. N'hésitez pas à nous envoyer un email aux adresses que vous avez ici à l'écran en fonction de votre lieu géographique. On vous enverra, on a un PDF qui explique vraiment point par point quelles sont les étapes pré-impression, post-impression, recuit, maintien du recuit, etc. Donc tout ça est documenté, expliqué puisque évidemment on a quand même beaucoup de nos clients qui sont confrontés à ces matériaux assez exigeants. Voilà, si pas d'autres questions, eh bien on va s'arrêter là. On a dépassé de 9 minutes, donc c'est plutôt pas mal. On vous avait annoncé 30 minutes. Encore une fois, vous avez les coordonnées normalement à l'écran, donc rapprochez-vous de vos interlocuteurs locaux. N'hésitez pas également à nous solliciter si vous voulez échanger avec Monsieur Cassé après par email ou autre. Et puis voilà, donc on remercie Nicolas Cassé pour sa disponibilité, la qualité de cet échange, d'avoir bien voulu se prêter au jeu des questions en direct. Et puis, eh ben, on vous dit à bientôt pour un prochain webinar et on vous souhaite une excellente journée et semaine. Merci à tous. Merci, bonne Merci. journée à Au tous. revoir. Merci, au revoir.